retour sur le plateau d'i24 News. Nous sommes en direct en français jusqu'à 22h ensemble, heure israélienne. Et nous accueillons en plateau à Tel Aviv David Jaoui. Bonsoir David, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat. À vos côtés, Chaim Berkovitz, historien bien connu de nos téléspectateurs de 21h. Et en plateau à Paris, nous accueillons Rachel Bourlier, journaliste. Bonsoir Rachel. Et Caroline Sportes, avocate. Bonsoir à tous les deux. Heureux de vous retrouver sur i24 News. Nous retrouvons à présent Christopher Barolin, notre envoyé spécial à Tel Aviv. Christopher, les Israéliens s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit perturbée, on l'espère, le moins possible par les alertes aux missiles. En effet, on le voit directement ici sur cette rue Nahalat Benyamin, bien connue des Tel Avivis, qui est d'habitude le soir évidemment bondée de monde avec ses terrasses, avec ses cafés, ses restaurants. Et vous le voyez derrière moi, il y a très peu de monde évidemment dans les rues. C'est aussi parce que, comme on l'a entendu dans la conférence de presse à l'instant, l'activité est fermée. Seuls les commerces censés être essentiels sont ouverts, mais la pizzeria derrière moi est ouverte, même si on peut s'accorder à dire qu'une pizza c'est pas forcément essentiel. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a moins de monde de toute façon sur cette rue Nahalat Benyamin, sur le boulevard Rothschild qui se trouve derrière moi. Mais c'est la réalité évidemment de cette guerre avec l'Iran. On voit quand même de temps en temps des passants tenter de profiter un petit peu de ce calme relatif. Évidemment, on sait que ça peut être bouleversé à n'importe quel instant, comme ça l'a été en début de soirée tout à l'heure avec une nouvelle alerte. Et ces missiles en provenance de l'Iran interceptés. Les alertes ont retenti ici à Tel Aviv, dans l'ensemble du centre du pays, sans faire de blessés, évidemment. Les autorités israéliennes et américaines ont annoncé ces dernières heures qu'il y avait moins de missiles balistiques lancés par l'Iran, une baisse de 80% selon les chiffres donnés par le Pentagone, par le secrétaire d'État à la guerre un peu plus tôt aujourd'hui. C'était en direct depuis Washington, où il a aussi dit que les tirs de drones étaient eux aussi réduits. À voir si cela va continuer et s'il y aura moins d'alertes dans les prochaines heures, les prochains jours. C'est tout le mal qu'on souhaite évidemment à Israël, mais également aux voisins, puisque on sait que l'Iran a également attaqué les pays voisins d'Israël, notamment les pays du Golfe. Merci beaucoup Christopher Barolin. Priorité au direct et au terrain. Nous retrouverons maintenant Mathias Inbar qui nous fait vivre toute l'actualité sécuritaire à l'antenne et également sur les réseaux sociaux d'i24 News. Bonsoir Mathias. L'Iran a-t-il toujours, selon vous, la capacité de nuire à Israël et à ses voisins arabes? On vient d'entendre le porte-parole de l'armée israélienne qui a déclaré « Nous ne nous arrêterons pas, près de 300 systèmes de missiles iraniens ont été détruits ». Pour répondre à votre question, très clairement, oui, l'Iran a encore les moyens de nuire, n'en déplaise à certains qui voudraient que je leur dise que non, l'Iran est terminé, l'Iran a les deux genoux à terre. Non, ce n'est pas vrai. L'Iran a encore une capacité de nuisance. Oui, les chiffres sont en baisse selon la plupart des experts internationaux qui diffusent le registre de tirs et le nombre de tirs par jour. On est passé de 350 à quasiment 50 missiles par jour. Donc il y a une réduction du nombre de tirs de missiles, mais l'Iran continue de garder des missiles balistiques, des drones. On peut se dire d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si jamais les grandes puissances qui parlent aujourd'hui de paix et de diplomatie, je regarde la France par exemple, avait en 2015 et notamment Barack Obama lors du premier traité de JCPOA insérer le programme balistique iranien, on n'en serait pas là aujourd'hui en train de parler de la force de nuisance iranienne. Donc pour l'instant, l'Iran reste encore un danger, même si, et je serai tout à fait complet en disant qu'aujourd'hui, et je viens de l'apprendre, Israël et les États-Unis ont frappé plus d'une quinzaine de commissariats tout autour de Téhéran. Cela veut dire que véritablement pour Israël et les États-Unis, il faut absolument frapper tous les symboles de l'État pour éviter un réveil du régime. Merci beaucoup Mathias Inbar, on vous retrouve dans 30 minutes. David Jaoui, je me tourne vers vous. Il y a aussi cette volonté des États-Unis et d'Israël, en frappant, comme l'a dit Mathias, des commissariats autour de Téhéran, d'ouvrir la voie, d'ouvrir le terrain pour qu'une partie du peuple iranien, ceux qui s'opposent à ce régime, puissent se révolter sans être réprimés très violemment, comme ça a été le cas
début janvier. Alors en effet, c'est tout à fait. D'ailleurs, Donald Trump l'avait dit lui-même lorsqu'il a annoncé au peuple iranien « C'est votre chance, saisissez-la, il ne s'en présentera certainement pas une autre comme ça ». Et donc, il y a véritablement, on voit au-delà des actes symboliques, on voit une volonté, si vous voulez, de donner au peuple iranien les moyens de sa cause. Et derrière cela, par contre, ce qui nous manque, en fait, c'est une compréhension véritable de quels sont les groupes organisés sur le terrain qui seront capables de remplir un vide de pouvoir. La grande peur d'Israël, certainement, mais encore plus des États-Unis, c'est un vide de pouvoir dans lequel s'inséreront soit des anciens des Pasdaran, soit un conflit de guerre civile type Syrie qui pourrait s'ouvrir à partir de ce moment-là. Donc, si vous voulez, la donne, le delta, la pièce manquante de ce puzzle, c'est d'essayer de comprendre quels sont les groupes organisés qui sont capables de s'insérer. On parle des groupes de résistants kurdes, que l'on sait sont assistés notamment par les renseignements israéliens. L'avenir nous dira ce qui va se passer sur le terrain. Chaim Berkovitz, je trahis un peu notre conversation pendant l'allocution du porte-parole de l'armée israélienne. Vous êtes plutôt sceptique quant aux chances des États-Unis et d'Israël et du peuple iranien de faire chuter ce régime. Vous me disiez, c'est un pays immense, 90 millions d'habitants. On ne fait pas chuter un régime aussi facilement que cela. 90 millions d'habitants et puis un territoire immense, comme vous le dites, pour un peu situer, pour que tout le monde puisse comprendre, on est sur 3 fois le territoire de la France. Donc et par rapport à Israël, je n'en parle même pas. On est vraiment sur un territoire qui est immense. Bien sûr qu'on va stopper, on va retarder au maximum d'abord tout le côté nucléaire, puis on va empêcher cette menace, cette épée de Damoclès qui est sur la tête d'Israël. Mais entre nous, il y a 8 mois, on ne nous avait pas promis que tout était fini et qu'on en avait fini avec l'Iran, et puis on voit qu'on est encore là. Alors aujourd'hui, il y a 8 mois, il s'est quand même passé quelque chose. C'est que les avions israéliens étaient en vol vers l'Iran et Donald Trump a ordonné leur retour en Israël. On est d'accord. Ce qui a laissé à beaucoup d'Israéliens le goût d'une frustration d'avoir vécu 12 jours difficiles pour ne pas être allé au bout. Est-ce que cette fois-ci, d'abord, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Ou est-ce que soudain Donald Trump va décider de faire un quelconque accord parce qu'il décide pour X ou Y raison d'arrêter ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, même si avec tout le côté aérien, on va jusqu'au bout, est-ce que le peuple est capable de reprendre le pouvoir ? Il faut savoir que là-bas, ils ne rigolent pas, ils tirent. Il y a eu plus de 30 000 morts, si je ne m'abuse. Donc c'est pas très facile de reprendre le pouvoir. Et la troisième question, est-ce qu'on est capable, on le voit par exemple avec l'Ukraine, est-ce qu'on est capable de récupérer un territoire juste en récupérant le couloir aérien? Est-ce que lorsqu'on ne met pas des troupes, et on sait qu'aujourd'hui que ni les États-Unis ni Israël ne veulent rentrer dans une guerre sur le terrain, est-ce qu'on est capable de récupérer, de finir une guerre avec l'Iran sans arriver de façon terrestre? Caroline Sportes, je ne vais pas vous demander de répondre aux 3 interrogations soulevées par notre ami Chaim Berkovitz, mais tout de même, est-ce que vous partagez son scepticisme ou de votre côté, depuis Paris, vous êtes plus optimiste quant aux chances des Américains, des Israéliens et évidemment du peuple iranien auquel on pense très fort ce soir à faire tomber ce régime? Alors déjà, on est obligé de faire un comparatif avec la guerre au mois de juin. Au mois de juin dernier, et visiblement, d'après tout ce qu'on entend, les spécialistes, etc., et ce qui est même vécu en Israël, moi, ma famille me raconte, je crois que la force de frappe là, d'Israël et des États-Unis, en 2 ou 3 jours, est équivalente à ce qu'il y a pu avoir en 12 jours. Donc déjà, je pense qu'ils ont frappé très fort, et dès le début. Et là, les États-Unis sont vraiment aux côtés d'Israël. C'est une guerre qui est menée par les deux nations. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que la guerre au mois de juin. Et c'est vrai qu'à la fin, je vous avoue qu'à la fin de la guerre, des 12 jours au mois de juin, même si on était d'un certain côté soulagé que ça s'arrête parce que c'était très compliqué, on était quand même, on avait un goût amer. C'était un peu, c'était pas terminé en fait. Là, j'ai plus d'espoir. J'espère que ça ira jusqu'au bout parce que je suis pas certaine qu'on ait une 3e chance. Donc, alors sur les capacités, les rampes de lancement, etc. Effectivement, j'ai entendu que le régime iranien était mis à mal. Maintenant, sur le nucléaire, moi, j'ai moins d'informations. Peut-être que Chaim et David et vous-même, Raphaël, en savez plus. J'espère aussi qu'on va mettre à mal aussi le système nucléaire iranien. Rachel Bourlier, comment vivez-vous? On était ensemble en plateau la semaine dernière et on parlait de cette opportunité
historique et on se posait même la question si Donald Trump allait y aller ou ne pas y aller. Là, on est face à un moment d'histoire. Certains comparent ça avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS. Toutes les cartes de la région peuvent être modifiées si et seulement si le régime tombe. Oui, mais regardez, on en parlait justement, comme vous le dites, la semaine dernière, et je vous disais, les États-Unis ne seront pas des suiveurs, et ce sera une alliance commune, main dans la main, avec Israël. Ils seront ensemble. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils sont non seulement ensemble, mais les États-Unis utilisent les pistes israéliennes et ils sont à l'unisson ensemble et tout le monde est unanime. Ils travaillent comme si ils étaient une véritable équipe, une team. Et ils se félicitent et les pilotes israéliens eh bien on le voit bien, ils ont pris le ciel de l'Iran, voilà, la marine, et en effet il faut que le régime tombe. Mais là les Iraniens ont fait une erreur, on est tous surpris, ils ont attaqué même la Turquie, Erdogan. Ça, c'est stratégiquement, on s'y attendait pas. Et vous l'avez dit en début de cette édition, tous vos voisins sont touchés. Donc c'est là où on voit un point de bascule. Donc on se dit que les États-Unis et Israël ne sont pas seuls. Et c'est peut-être ça qui va faire que l'Iran a commis une erreur dans cette guerre. Et ça va peut-être tout changer. Donc, en effet, ce régime doit tomber, il doit tomber de l'intérieur. Et c'est ce qui risque de se passer. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec votre intervenant en plateau. Moi, je suis optimiste. Je pense que là, ça va changer. On va zoomer un peu plus sur ce qui se passe à la frontière nord entre Israël et le Hezbollah. On a une déclaration ce soir du chef du Hezbollah qui déclare, accrochez-vous bien, « Notre patience est à bout, Israël ne respecte pas l'accord ». Ça vous fait sourire, David Jaoui. Et en parallèle, une déclaration sur le compte X d'Emmanuel Macron qui s'est entretenu aujourd'hui avec Benyamin Netanyahou et avec Aoun, le dirigeant libanais, qui n'est pas un dirigeant du Hezbollah, le dirigeant du gouvernement libanais. Et il déclare « J'ai réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse évidemment immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà, voilà. Mais, paragraphe en dessous, j'ai appelé le Premier ministre israélien à préserver l'intégralité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre. Il est important que les parties reviennent à l'accord de cessez-le-feu. Un commentaire, David Jaoui, sur les déclarations du chef du Hezbollah et celles d'Emmanuel Macron. Bon, écoutez, on est tous très heureux de pouvoir bénéficier de la grande sagesse du président Macron. Dont la compréhension des choses stratégiques n'a d'égal que son incompréhension de la tactique qui se passe effectivement sur le terrain. Alors, je dirais deux choses par rapport à ces déclarations-là. La première, c'est que la violation du cessez-le-feu, elle a été le fait premièrement du Hezbollah. Alors, vous pourrez arguer qu'Israël n'attendait qu'une excuse pour pouvoir finir le travail qu'elle avait commencé l'année dernière, pas de problème. Mais n'empêche que officiellement, juridiquement, formellement, c'est le Hezbollah qui a violé le cessez-le-feu. Ce même Hezbollah qui, en vertu des accords passés avec le gouvernement libanais, doit être désarmé. Et Israël est en train de prendre les devants. Je dirais qu'Israël s'apprête à faire le travail du gouvernement libanais à sa place. Et il est très clair que beaucoup de partis au sein du gouvernement libanais sont très contents qu'elle puisse le faire, même s'ils ne peuvent pas le clamer tout haut. Je dirais d'ailleurs qu'on entend de plus en plus de voix sortant du Liban qui disent à voix haute ce que l'on pensait tout bas, à savoir que le Hezbollah est une menace pour leur pays et que ce n'est pas une mauvaise chose qu'un acteur tiers, à savoir Israël, fasse ce travail-là. Et même les chiites du Liban sont en train, pour une partie, de lâcher complètement le Hezbollah. Prenons tout de suite le pouls du terrain avec Franklin Chemla, habitant de Tel Aviv. Bonsoir Franklin Chemla, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Pour nos téléspectateurs qui ne vivent pas, qui sont éloignés de votre réalité, qui nous regardent depuis la France ou des pays francophones à travers le monde, à quoi ressemble la vie d'un habitant de Tel Aviv depuis quelques jours ?
Bah écoutez, pour l'instant, moi ce que je dirais pour la meilleure comparaison pour les gens extérieurs à Tel Aviv, et si on prend la référence de la France par exemple, bah c'est le Covid avec des missiles quoi. Donc on est cantonné chez soi, on peut pas tellement bouger parce qu'on est sujet à des alarmes successives. Donc effectivement, tout le monde le prend relativement bien. Enfin, de toute façon, vous savez, on voit les mariages qui se sont faits dans les parkings et puis les gens qui chantent et tout ça. Mais enfin, bon, dans la réalité, ça c'est vrai de toute façon et tant mieux. Mais dans la réalité, les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire que les rues sont vides, les écoles sont fermées, les commerces aussi. Et puis nous, on est sujet à des alertes plusieurs fois par jour, et pas seulement le jour, malheureusement, également la nuit. Ne serait-ce que pour prendre le repas de ce midi, on a eu 4 alertes. Donc, c'était pas très rigolo. Pendant la nuit aussi, on en a eu 2. Voilà. Donc, ça, c'est la vraie réalité du terrain. Franklin Chemla, est-ce que vous vous dites que c'est le prix normal à payer pour que le régime des Mollahs tombe à Téhéran? Est-ce que, surtout, on voit en ce moment, comme vous le dites, les Israéliens ne perdent pas le sourire en cette période de Pourim? Ah oui, non, mais je réponds positivement à vos 2 questions. Effectivement, c'est le prix à payer parce que de toute façon, le prix que l'on paye là, il est très faible par rapport à celui qu'on aurait payé si il s'était armé de bombes nucléaires, etc., et même de missiles à longue portée. Et puis, ce qui se passe, effectivement, tout le monde le prend relativement bien, encore une fois, parce que d'une part, on n'a pas le choix, mais d'un autre côté, il y a surtout la résilience israélienne qui est quelque chose d'absolument exceptionnel et qu'on ne peut imaginer et croire que quand on est dans le pays. Est-ce qu'on vit ça, vous et moi et les personnes qui sont avec moi en plateau, pour que les générations futures en Israël puissent vivre en paix, entourés de pays qui cessent leur hostilité vis-à-vis d'Israël? On vit ce moment-là aujourd'hui, c'est cette bascule selon vous? Écoutez, en tout cas, c'est ce que j'espère du plus profond de mon être, parce que je pense qu'on pourrait avoir des relations extraordinaires avec les Iraniens, également d'ailleurs avec les Libanais. Et malheureusement, ce sont à la fois les proxys au Liban de l'Iran, des Mollahs, et qui nous empêchent de vivre en paix. Vous savez, Israël, nous, on n'a rien demandé. On a premièrement reçu le 7 octobre un massacre, d'accord, pas besoin de revenir dessus. Après, on a eu 2 ans de guerre avec d'un côté le Hezbollah, de l'autre côté le Hamas. Et maintenant, si vous voulez, c'est pas par gaieté de cœur qu'on va frapper le Liban. Ça, c'est clair et net. De toute façon, leurs déclarations, elles ont toujours été parfaitement clair et on ne peut pas leur reprocher de nous mentir. Ils disent on veut anéantir Israël. Alors désolé, on ne va pas leur laisser cette opportunité. Merci beaucoup Franklin Chemla d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. On va revenir à ce qu'on disait sur les déclarations d'Emmanuel Macron, celles du chef du Hezbollah, parce que c'est tout de même l'actualité chaude du soir. Comment vous réagissez, Chaim Berkovitz, lorsque le président français appelle Israël et demande à Benyamin Netanyahou de ne pas intervenir sur le terrain lors d'une opération terrestre au Liban? D'abord, on n'est pas surpris parce qu'on connaît le président français. Bon, là, il boude un petit peu parce qu'on l'a pas réveillé samedi matin. On l'a pas prévenu de ce qui allait se passer. Il comprend pas. Il pensait être une puissance. Il pensait que le monde dépendait de lui. Et soudain, il s'aperçoit on peut gérer le monde sans la France. Et ça, c'est quelque chose qu'il a du mal à récupérer. Il a beaucoup de mal dans la politique intérieure. Il pensait être très, très fort dans la politique extérieure. Et il s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne l'est pas. Le président Macron, je voudrais pas déformer ses paroles, mais il me semble que j'ai entendu une phrase du style où il disait que nous avions volé les lois internationales, les États-Unis et Israël dans cette guerre contre l'Iran. Jean-Noël Barrot a déclaré qu'il aurait été préférable d'avoir des discussions et des débats dans des instances internationales en amont. Mais certains lui ont répondu, ça fait 40 ans qu'il y a ces discussions. Il y a des discussions depuis 40 ans. Puis je pense que pour Macron, il aurait préféré qu'il y ait quelque chose de très très grave, des centaines de personnes qui tombent, et ensuite pouvoir dire vous avez le droit d'intervenir. On intervient toujours avant.
Je vous entends à Paris, Caroline si je peux. et Rachel Ouais. réagir. Ouais. Donc, Oui. évidemment, j'ai même pas besoin Non, peut-être mais- de vous poser une question. Allez-y, Rachel en premier et Caroline ensuite. Ouais. Oui. Non, Alors, mais c'est... Oui, merci. c'est- Alors, moi, j'ai un petit bémol parce que j'ai trouvé qu'il était moins décevant, on va dire, que d'habitude. Parce que tout d'abord, je crois savoir qu'il a changé de conseillère sur le Moyen-Orient. Et donc, son discours était moins pro, je dirais... pro-rue arabe, si je peux m'exprimer ainsi. Et en tout cas, il y avait certains points positifs. Donc, alors, on peut avoir une déception sur certains aspects qu'a soulevé mon camarade à Tel Aviv, en effet. Donc, on sait d'ailleurs l'attachement que notre président Emmanuel Macron a et la proximité qu'il a avec le Liban. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a soulevé ces points. Et forcément, on peut que s'interroger et nous être surpris de ces propos. Alors forcément, je regarde ma voisine. Ah non, mais alors je trouve... et, non, pour le et- coup, je suis toujours d'accord avec Rachel, mais c'est vrai que là, je vous trouve drôlement tolérante parce que j'ai pas du tout lever son téléphone pour appeler Bibi et lui dire de ne pas attaquer ou attaquer avec parcimonie le Liban. D'abord, Israël n'attaque pas le Liban. On rappelle à chaque fois quand même que Israël et Tsahal procèdent à des frappes toujours ciblées et qui n'ont qu'une seule cible, ce sont les terroristes, et là en l'occurrence le Hezbollah. Et alors que c'est le Hezbollah qui encore une fois a démarré. Ah, mais moi, je suis d'accord. Oui, je à dis pas que je suis d'accord redémarrer. avec le président Macron. A Mais je dis- redémarré et a attaqué Israël là il y a quelques jours, et on sait à quel point la volonté du Hezbollah est de faire la même chose que le Hamas le 7 octobre, c'est-à-dire de faire un nouveau 7 octobre. Et là, clairement, je pense qu'il n'est plus question du tout que la survie d'Israël puisse être mise en cause. Ah, mais alors là, juste, je conclue Voilà. là-dessus. Non, je sais que vous êtes. Je sais suis bien. d'accord avec ce que Je vient de sais. dire ma voisine. Merci. Et je voudrais juste vous dire, Raphaël, ce que je vous dis par texto. Le témoignage de M. Chemla m'a bouleversée. Et ce que je vous dis à tous, vous êtes des héros et bravo pour votre résilience et tout ce que vous faites. Et je voulais vous le témoigner en plateau. Merci beaucoup, Rachel. Alors, si vous étiez avec nous, chers téléspectateurs, il y a quelques minutes en plateau avec Jonathan Serrero, nous parlions de l'Espagne et de cette réaction de la Maison-Blanche qui avait déclaré que les Espagnols avaient finalement accepté de coopérer avec les forces armées américaines. Eh bien, démenti des Espagnols qui affirment ce soir, qui refusent et qui démentent catégoriquement que l'Espagne coopérera militairement avec les États-Unis. Restez avec nous, évidemment. On va en parler dans la fin de cette édition, dans quelques minutes. Restez avec nous. On est ensemble en français jusqu'à 22h, heure israélienne. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide plus que jamais. Le Magen David Adom, l'Organisation nationale des secours en Israël, fait face à un besoin urgent. 300 ambulances supplémentaires. Chaque ambulance est une lueur d'espoir pour ceux qui en ont désespérément besoin. Chaque seconde compte lorsqu'une vie est en jeu. Votre générosité peut faire la différence. Un simple don peut sauver des vies, apporter de l'espoir et offrir un avenir à ceux qui comptent sur nous. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities.
Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. אני הודיה, אני משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוציאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité ? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, nous sommes en direct en français jusqu'à 22h, heure israélienne. Nous sommes toujours en plateau à Tel Aviv avec David Jaoui et Chaim Berkovitz et en plateau à Paris avec Caroline Sportes et Rachel Bourlier. Un dernier passage par le terrain où nous attend Mathias Inbar. Rebonsoir Mathias, vous êtes évidemment notre expert des questions sécuritaires et vous avez écouté la suite de l'émission une fois votre intervention précédente passée et vous souhaitiez évidemment réagir à cet appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron qui demande à Benyamin Netanyahou de ne pas envoyer des troupes au sol pour combattre le Hezbollah au Liban. Oui, effectivement, je vous ai demandé de réagir et pas seulement. Ensuite, en parallèle, à hasard du calendrier ou pas, il y avait le discours de Naïm Kassem, le secrétaire général du Hezbollah, comme quoi finalement ça se rassemble et ça se ressemble. J'aimerais d'abord réagir sur les propos d'Emmanuel Macron qui demande absolument à Benyamin Netanyahou de ne pas lancer une opération terrestre. D'abord, Israël est un État souverain, une armée souveraine, et lorsque un État souverain et une armée souveraine est attaquée, eh bien une armée a le droit de répondre. C'est exactement ce qu'a déclaré d'ailleurs Emmanuel Macron il y a 48 heures. Pour être puissant, il faut être craint. Et pour être craint, eh bien dans la région, il faut montrer aussi de temps en temps l'autorité et la force. Lorsque j'ai été au Liban à 3 reprises, et vous avez sur ce plateau, sans le citer, un soldat réserviste qui a servi plusieurs mois au Liban, eh bien vous avez des trous de partout avec à l'intérieur des bombes, des mines Kalimagor, également des armes, des missiles anti-chars, de toutes sortes d'armements qui sont prêts à être actionnés pour s'infiltrer en Israël sur le modèle du 7 octobre. Est-ce que c'est ça
finalement, que veut Emmanuel Macron, le président français? Lorsque les renseignements israéliens sont catégoriques et que les troupes d'élite Radouane sont en train de redescendre du fleuve l'Italie pour se rapprocher de la frontière et pour rentrer en territoire israélien, pour recréer un 7 octobre. C'est la raison pour laquelle Israël lance la division 91 et la division 146 pour élargir les opérations, pour mettre un frein à cette avancée des forces Radouane. Et on repose la question à Emmanuel Macron. Si jamais il y avait un ennemi dont il savait pertinemment qu'il voudrait rentrer, par exemple, par la frontière est de son territoire, est-ce qu'il n'enverrait pas les forces spéciales pour les repousser? Toutes ces questions, il n'y répond pas, le président français, et il invoque toutes sortes de déclarations, alors que lui-même, lorsqu'il avait été à Beyrouth, lors de l'explosion du port de Beyrouth, dont on sait pertinemment que le Hezbollah a un rôle à jouer, il n'a jamais prononcé le mot de Hezbollah, et il était avec certains chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui aux plus hautes sphères du marché économique et du tissu économique français. Et puisque je disais, et puisque je parlais du secrétaire général du Hezbollah, un mot, une phrase. Il a dit: tant que les forces d'occupation existeront, vous avez bien compris, il parle d'Israël, notre armement sera légitime et notre organe financier Qad al-Hassan sera légitime. C'est-à-dire qu'il veut rester armé, il finance le terrorisme et pour l'instant, eh bien, il fait ce qu'il veut puisqu'on demande à distance de ne pas l'attaquer. Merci beaucoup, Mathias Inbar. On se retrouve demain, Mathias, pour une vidéo pour nos réseaux sociaux, pour nos téléspectateurs. Ils sont habitués aujourd'hui à vous suivre tous les matins et en continu sur le compte X d'I24 News, sur le compte Instagram d'I24 News. Merci beaucoup, Mathias, pour ces informations précieuses et importantes et véridiques et vérifiées que vous donnez tous les jours à nos téléspectateurs. Merci, Mathias Inbar. David Jaoui. Ce discours, maintenant, à présent, on va passer du côté du discours du chef du Hezbollah, qui évidemment considère qu'il est illégitime, selon lui, de déposer les armes. On attend également ça du Hamas dans la bande de Gaza, mais finalement, ce sont les mêmes discours. On ne déposera pas les armes et le gouvernement libanais est pour l'instant bien incapable. Il se donne à chaque fois un délai supplémentaire pour remplir cette mission et respecter cet accord et ce gage qu'ils ont donné aux Américains de désarmer le Hezbollah. Force est de constater que seul Tsahal peut désarmer le Hezbollah. C'est le bottom line, si vous voulez, le fond de l'histoire, c'est cela. Le seul acteur dans la région qui est capable de mener à bien le projet de désarmement du Hezbollah, c'est Tsahal. Le parallèle avec Gaza, à ce propos, d'ailleurs écrit. Aucun autre acteur impliqué dans cette arène-là n'est capable de remplir la mission. Mais croire que le désarmement puisse se faire autrement que par le déploiement d'une force incontestable, c'est se leurrer. Si vous voulez, la muqawama, la résistance, l'idéologie de résistance qui a été développée justement en Iran et étendue à ses proxys, c'est bien cela, c'est une idéologie. Elle n'est pas capable de compromettre avec la réalité du terrain, avec l'existence de l'entité sioniste qui est contraire à son idéologie même. Donc à partir de ce moment-là, je vois difficilement comment on peut faire autrement que de finir le travail par nous-mêmes. Rachel Bourlier, à Paris, nous avons suivi ensemble, il y a une heure, l'allocution de la porte-parole de la Maison-Blanche avec notre journaliste Jonathan Serrero, qui était en plateau avec nous et qui nous distillait toutes ces petites phrases importantes à retenir de cette allocution. Il y a eu beaucoup de discours importants ce soir. Le porte-parole de l'armée israélienne, le tweet d'Emmanuel Macron sur la situation au Liban, le discours de Daïm Kassem, le chef du Hezbollah. Lorsque la porte-parole de la Maison-Blanche déclare: le président Trump s'attend à ce que toute l'Europe coopère. Évidemment qu'elle évoque un pays qui vous est cher, l'Espagne, qui pour le moment dit aucune coopération militaire avec les États-Unis. Et ce pays est salué par une grande partie de la gauche en France comme un modèle à suivre. Comme à l'époque, il y a une comparaison qui est même faite sur le fait qu'aujourd'hui, l'Espagne est la nouvelle France de 2003, celle qui a refusé la guerre en Irak avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac.
Pedro Sanchez est irresponsable, dangereux. Il croit qu'en jouant comme ça les cavaliers seuls, il va jouer les héros de l'histoire. Mais en fait, en se démarquant ainsi de l'OTAN, il fragilise non seulement son pays, mais l'Europe. Donc je pense que c'est totalement irresponsable de sa part et il va fragiliser son économie, son pays et je crois que ses camarades vont lui faire remarquer sa grosse erreur. Et alors en effet, il fait plaisir à l'extrême gauche, aussi bien en Espagne qu'en France et dans tous les autres pays, tous les extrémistes de gauche. Mais je pense que économiquement ça va pas tenir et de vouloir jouer le caballero comme il le fait, il se tire une balle dans le pied et Donald Trump va lui faire payer très très cher et il commence et je pense que vous l'avez très bien dit, Steinmeier et d'autres personnalités politiques vont le rappeler à l'ordre. Caroline Sportes, on vous écoute. Oui, par rapport à ce que dit Rachel, évidemment, je suis entièrement d'accord. C'est le discours classique des islamo-gauchistes auquel se livre Pedro Sanchez, et sous couvert de non à la guerre et violation du droit international, ce qui est d'une hypocrisie, bien évidemment, absolue, et en renvoyant dos à dos, soi-disant, deux violences qui pourraient être comparables, alors que, encore une fois, bien sûr que Israël et les États-Unis se battent pour libérer le peuple iranien, mais pas que. Ils se battent pour sauver la liberté, ils se battent pour l'Occident, ils se battent pour détruire la pieuvre que l'on connaît, le régime iranien, qui est à l'origine de tous les proxys et de tous les mouvements terroristes du monde. Et il se tire évidemment une balle dans le pied, Pedro Sanchez, par cette politique, qui d'ailleurs n'est pas du tout partagée par la plupart des Espagnols, il ne faut pas oublier de le rappeler. Je rappelle qu'à l'Eurovision, notamment, la plupart des Espagnols avaient voté pour Israël. Chaim Berkovits, l'autre information importante du jour, c'est cette interception par l'OTAN d'un missile tiré depuis l'Iran et dirigé vers la Turquie. On présente en ce moment dans les caricatures de presse l'Iran comme sans tête et qui tire sans réfléchir sur tous ses voisins. On a eu tout à l'heure le témoignage d'un habitant francophone de Dubaï, les Émirats arabes unis, qui ont reçu plus de missiles qu'Israël n'en a reçu jusqu'à présent depuis le début de cette guerre. Est-ce que vous comprenez cette stratégie iranienne ? Tout à fait. Nous sommes responsables. Pourquoi nous sommes responsables ? On a fait tomber la majeure partie des têtes qu'il y avait en Iran. Aujourd'hui, il n'y a plus personne de capable à la tête de l'Iran. Alors, je dirais ce qui correspond chez nous à un Magad, chaque chef de brigade, tout simplement, il décide de faire ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de direction à l'Iran. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, elles partent un jour ou 2 jours après, on leur coupe la tête. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'était voulu. Il n'y a pas de stratégie derrière cela. C'est tout simplement sur le terrain des soldats qui ont fait une erreur. Et cette erreur, c'est grâce à nous. C'est parce que nous commençons à contrôler la situation. Et c'est quelque chose de très bien. David Jaoui, vous connaissez parfaitement les relations internationales, le droit international. Aujourd'hui, on voit des mouvements inédit, le rôle du Qatar. On ne s'attendait pas à ce que le Qatar prenne part à cette offensive-là. C'est un peu, on va dire, quelque chose qui... On s'y attendait pas. Voilà, faut dire les choses telles quelles, on s'y attendait pas. Quelles conséquences pour la suite ? Et dans cette guerre, dans cette guerre entre pays musulmans, sur cette domination souhaitée sur le monde musulman, avec d'un côté l'Iran, de l'autre la Turquie, l'Arabie Saoudite, sur ce leadership sur le monde musulman, là, la Oumma est plus que jamais divisée. La Oumma est plus que jamais divisée. Je rejoins ce que dit Chaim Berkovits avec, si vous voulez, la décapitation du régime iranien qui l'empêche de faire des choix stratégiques clairs. Elle s'est mise à dos le Qatar, qui est quand même un de ses alliés stratégiques dans la région. Elle risque de se mettre à dos la Turquie, même si la Turquie est également un rival à certains égards. Et donc, en effet, on parlait tout à l'heure de l'idéologie de la Mokawama, l'Iran qui avait pensé avoir présenté au monde arabe une idéologie qui était capable d'atteindre la rédemption de l'islam et qu'elle reprenne son rôle dans l'histoire, elle voit exactement le contraire. Il ne faut pas oublier que, si vous voulez, il y a 2 échiquiers
ou de jeu de dames, selon ce que l'on pense des acteurs en cause. Il y a deux échiquiers parallèles sur lesquels se gère ce conflit. Nous, Israël, nos intérêts et notre vision est un échiquier régional. Et c'est là que l'on rejoint votre propos sur le rôle des différents acteurs dans les rivalités qui va mener le monde arabe et comment Israël défend son intérêt là-dedans. L'autre échiquier sur lequel se place, et là je vais citer Neil Ferguson, qui pense que depuis les années 90, nous sommes déjà dans une deuxième guerre froide, qui oppose la Chine aux États-Unis. Et la raison pour laquelle Donald Trump s'est laissé convaincre ou au contraire a tiré Israël dans ce conflit actuel avec l'Iran, c'est par rapport à l'échiquier face à la Chine. L'erreur stratégique fondamentale de l'Iran, et la raison pour laquelle elle ne sait plus quoi faire maintenant et où envoyer ses missiles, c'est qu'elle a mis tous ses œufs dans le même panier. Elle s'est rendue entièrement dépendante de la Chine, en lui fournissant le pétrole, bien discrète. Et une Chine qui ne vient pas à son secours. Et donc l'Iran, le régime des ayatollahs se trouve démuni et ne sait plus exactement comment régler la situation. Et il est l'heure d'accueillir notre dernier invité de la soirée. Bonsoir Ephraim Herrera, vous êtes spécialiste du monde musulman. J'aimerais vous entendre sur la dimension religieuse de ce conflit, mais pas dans l'opposition Israël-Iran, mais ce dont nous venons de parler avec David Jaoui, dans l'opposition Iran-monde arabe. En fait, ce n'est pas le monde arabe, c'est le monde sunnite. Il y a une guerre depuis le début de l'islam entre les sunnites et les chiites sur qui est digne d'avoir le pouvoir et en fait de dominer le monde musulman pour amener à la domination du monde dans son ensemble par les musulmans. La date clé, c'est 680. Avec le combat de Karbala, dans lequel Hussein, le troisième imam donc du chiisme duodécimain, est mis à mort par les Omeyyades. Et en fait, depuis ce temps-là, les chiites veulent se venger. La conception de base jusqu'à Khomeini était on doit attendre que le 12e imam, le Mahdi, revienne. Il y a une sorte de messie qui viendra et qui mettra à mort tous les juifs et se vengera de cette guerre de Karbala. Et la conception de Khomeini a été de dire il faut aider le Mahdi. Ça a été la révolution khomeinienne. Il faut aider le Mahdi. Et comment on va l'aider ? Eh bien, en tuant les juifs et en se vengeant des sunnites. Donc cette guerre, elle est latente. À l'époque, le Cheikh Kardawi avait, donc le dirigeant, le maître spirituel des sunnites, avait proposé aux chiites faisons un pacte de non-belligérance pour l'instant, battons-nous contre nos ennemis communs et ensuite on réglera nos comptes. Ça a été refusé. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est l'expression de cette haine ancestrale des chiites contre les sunnites qui sont perçus comme des traîtres qui ont mis à mort l'islam véritable en 680 à Karbala. Et on voit jusqu'à aujourd'hui les chiites s'auto-flageller le 10 du mois de Muharram dans leur procession d'autoflagellation. Ephraim Herrera, si demain, allez, on l'espère tous sur ce plateau, le régime iranien chute, la lutte pour le leadership sur le monde musulman basculera du côté de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, et quel autre pays peut-être peut prétendre à ce rôle aujourd'hui ? Pour l'instant, le rôle, il va passer chez les sunnites. C'est pas beaucoup plus gai. La conception sunnite classique, avec, je rappelle toujours le Cheikh Kardawi, qui était vraiment le maître à penser des frères musulmans, était que c'est Erdogan. C'est lui qui est digne parce qu'en fait, le dernier califat qui a chuté en 1924 était ottoman, et donc c'est lui qui a les capacités, puisque c'est un État moderne, etc., de mener cette lutte. Mais pour l'instant, on en est à une guerre qui est une guerre à vie, à mort, avec le régime iranien. Et la conception, à mon avis, c'est aucune explication avec des termes d'intérêt ne peut expliquer ces investissements de dizaines de milliards de l'Iran pour combattre Israël et ces investissements de dizaines de milliards chez les proxys du Hezbollah, du Hamas. C'est eux qui ont financé tout ça. Et en fait, cette guerre, sa base est une base religieuse. Il faut oublier que Khamenei a traduit les livres de Saïd Qutb, qui est le maître à penser des frères musulmans, et qui appelle à l'extermination des Juifs, en disant que Hitler a commencé le travail, et c'est le rôle des musulmans aujourd'hui de le finir. Donc on a une guerre
existentielle avec l'Iran qu'on a commencé à mener avec les États-Unis. Et il y a une thèse qui dit qu'on ne pourra pas gagner sans des troupes au sol, mais les troupes, elles existent déjà parce que aux côtés de cette dimension religieuse, vous avez les gardiens de la révolution qui exploitent de manière éhontée leur peuple. Les gens, il faut comprendre, les gens en Iran ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau. Ils appuient sur le bouton de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Ils essayent d'aller à l'épicerie, il n'y a pas à manger. Et donc, en fait, à mon avis, la conception de base des États-Unis et d'Israël est d'attaquer sur 2 points centraux. Premier point, c'est l'ouest de l'Iran, parce que là-bas, il y a des forces kurdes qui savent se battre. Et donc, en les aidant, on va pouvoir commencer à amorcer une révolution interne. Et puis à Téhéran, parce que Téhéran, c'est une métropole de plus de 16 millions d'habitants. Donc c'est entre 1/5 et 1/6 de la population. Et quand une population a faim et qu'elle est très dense, et qu'on a réussi à mettre hors de combat les forces de la révolution, les gardiens de la révolution et les bassiges, alors cette population peut effectivement prendre le pouvoir. Ensuite, les différentes possibilités à envisager, c'est long à analyser. Mais à mon avis, c'est la grande direction qu'Israël et les États-Unis prennent et doivent prendre absolument. Merci beaucoup, Efraim Herrera, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un spécialiste du monde musulman. On apprend ce soir de sources i24 News que les forces kurdes d'Irak ont lancé une offensive terrestre contre le régime islamique en Iran. Des milliers de combattants kurdes sont entrés sur le territoire iranien et ont pris des positions de combat le lundi 2 mars. Un message que je reçois à l'instant de Jonathan Serrero. C'est une excellente nouvelle. On voit l'entrée en jeu d'un acteur qui est capable de mener à bien ce dont on parlait à l'instant, à savoir des boots on the ground, des combattants sur le terrain, un groupe organisé. D'ailleurs, quand on parle des Kurdes en Irak, il faut comprendre quelque chose. Les groupes de résistants kurdes iraniens se cachent en Irak, sont basés en Irak et utilisent l'Irak comme le tremplin pour leurs activités en Iran. Mais donc, il y a, si vous voulez, une continuité géographique entre... ce sont bien des gens qui sont impliqués dans la lutte des Iraniens, du peuple iranien, contre le régime des ayatollahs. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'il faut continuer de les aider et de pousser en ce sens. Chaim, est-ce que vous êtes plus optimiste qu'il y a 1 heure ? Tout à fait, ça change la donne. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de l'émission. On a besoin... Il est arrivé très pessimiste, il ressort optimiste, on a réussi le travail. Pessimiste, non, mais conscient de ce qu'il faut. Et puis je m'aperçois tout à fait, eh bien on a la solution qui arrive. On a besoin de gagner la guerre sur le terrain. Et peut-être de cette façon-là, on va la garder. On va la gagner. Je voudrais réagir un petit peu sur ce qu'a dit M. Herrera, puisque aujourd'hui à Jérusalem, on a fêté Shushan Purim, le Purim de Shushan, le Purim de Jérusalem, et que hier on a fêté la fête de Purim. C'est pas la première fois. Il a parlé comme quoi on veut nous exterminer. C'est pas la première fois qu'on a voulu nous exterminer. C'est pas la première fois que la menace, elle venait d'Iran. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs, eh bien tout simplement qu'on a défait cette menace il y a de cela bien longtemps et qu'on la défera aussi encore aujourd'hui. Donc je reste optimiste. J'entendais en plateau à Paris les commentaires de nos 2 invités qui disaient « Les Kurdes savent se battre ». Qui a dit ça ? Je l'interroge, c'est elle qui a la parole. C'est moi. C'est vous, alors. Allez-y, Caroline. Les Kurdes savent se battre. Non, mais je peux pas faire mieux que ce qu'a dit Efraim et que ce qu'a dit David et Chaim. Clairement, c'est clair que pour qu'il y ait une bascule, il faut qu'une intervention au sol. Les Américains, les Israéliens bombardent tout ce qu'il y a à bombarder. Mais c'est vrai que moi, c'était une question que je me posais. C'est comment au sol, à l'intérieur du pays, les Iraniens vont vraiment pouvoir concrètement faire basculer le régime. Et là, effectivement, comme Chaim, je suis un peu plus rassurée, moi aussi, avec l'entrée dans la danse des Kurdes. David Jaoui. Je veux juste rajouter un petit bémol. Je reste très optimiste, mais je rajoute un petit bémol. Il ne faut pas oublier que les Kurdes, les combattants kurdes, ce qu'ils cherchent dans cette histoire, c'est la création d'un État indépendant, le leur. C'est pas la première fois qu'ils ont été déçus dans ces espoirs-là par leurs alliés. Ils ont été lâchés par les États-Unis. Ils ont combattu Daesh avant d'être lâchés. Je ne sais pas si la coalition en place est capable de leur donner la continuité territoriale qu'ils cherchent, qui regroupe les parties kurdes de l'Irak, de la Turquie, de l'Iran. Donc là aussi, c'est une question. Il faut regarder comment ça se développera. Le mot de la fin pour Rachel Bourlier. On vous écoute.
Écoutez, quand on voit la folie dans laquelle est plongé l'Iran, je le disais tout à l'heure, ils ont attaqué leur partenaire économique qui est la Turquie. Donc le pragmatisme ne suffit plus dans cette folie meurtrière. Il faut rester optimiste et on compte sur ce qui est en train de se passer de l'intérieur. Et soyons optimistes et espérons qu'ils vont réussir à faire tomber les gardiens de la révolution et que soyons pleins d'espoir pour ces fêtes de Pourim. Qu'on pourra faire un Tel Aviv-Téhéran bientôt. Et oui. Ça existait à l'époque. Ça existait à l'époque. Ouais, tout à fait. Rachel, toujours Ça existait, bien sûr. Toujours pas de carte blanche de Julien Assal pour conclure cette émission parce que nous ne sommes pas en format Ça se débat ce soir, mais nous retrouvons Océane Nicole. Bonsoir Océane. Comment allez-vous Océane ? Écoutez, très bien Raphaël. Ça va ? Les journées ne sont pas trop difficiles ? Elles sont très très longues, surtout avec des enfants en bas âge à la maison, c'est très long les journées. Je trahis un peu un secret de téléspectateurs. Ma fille est dans la classe du GAN de la fille d'Océane Nicole, donc nous connaissons les mêmes contraintes. Il n'y a pas de GAN, les GAN sont fermés. C'est une réalité aussi qu'il faut raconter à nos téléspectateurs qui sont en France et qui ne comprennent pas ce que c'est la réalité d'un pays qui vit en guerre avec aussi la vie à côté du travail. C'est compliqué, on peut pas beaucoup de gens ne peuvent pas aller au travail. Faut les amener sur le plateau. Ma fille c'est très cohérente. Océane Nicole, vous avez répertorié pour nos téléspectateurs les infos les plus insolites de la guerre. On vous écoute, Océane. Et on va commencer par une jolie histoire, c'est celle de Lior Lasri et Mikhaël Marianov. Ils avaient prévu de se marier, mais évidemment, guerre oblige, les lieux de mariage sont fermés, tout comme les écoles. Mais eux, ils n'avaient pas envie de repousser et d'annuler leur mariage, surtout que la famille du Ratan, la famille du marié, était venue d'Argentine. Ils étaient tous là. Donc, résultat, ils ont célébré quand même leur union, mais ça s'est fait dans un lieu un petit peu symbolique et au moins sûr en cas d'alerte. Ils se sont mariés, Raphaël, dans un parking à Tel Aviv, dans celui du centre commercial Dizengoff au -4 pour être sûr que s'il y a une alerte, ils pourraient quand même danser et célébrer leur union. Tous les invités étaient donc réunis pour célébrer le mariage de Lior et Mikhaël qui se sont donc mariés sous une roupa faite de ballons roses et blancs. Et Lior, elle assure pour le peuple d'Israël, la mariée, il y a toujours une solution. Il faut garder espoir. Mikhaël, le Ratan, assure, c'était le plus beau jour de ma vie, même s'il a été différent et que ça s'est fait dans un parking. Am Israël Rai, le peuple d'Israël est vivant et il vivra, c'est ce qu'il a dit, ce Ratan. Une autre info, cette fois, elle concerne un petit peu l'économie, on l'a dit, on le redit, l'économie est au ralenti, tous les commerces ici sont fermés, sauf évidemment les commerces alimentaires, et donc certains, ils ont trouvé une alternative pour faire un peu de business, pour gagner des sous, tout simplement, Raphaël, en vendant des débris de missiles iraniens. Ça se passe dans certaines villes palestiniennes de Judée-Samarie, où certains Palestiniens donc récupèrent des débris, des fragments de missiles tombés près de chez eux pour les vendre. Attention, parfois jusqu'à 300 shekels, ça fait 80 €. Attention quand même, puisque les autorités locales mettent évidemment en garde contre ce commerce qui est totalement improvisé, rappelant aussi qu'il y a de réels dangers dans ces fragments qui peuvent contenir encore des explosifs. Et Océane Nicole, très rapidement, alors que les alertes sont quotidiennes en Israël, certaines tâches sont difficiles, notamment se doucher. Tout à fait compliqué parfois, mais il y a un Israélien qui est développeur qui a utilisé l'intelligence artificielle. Il a fait un site internet en hébreu et en anglais avec un espèce de tableau de bord pour savoir quand c'est le bon moment pour prendre sa douche. Ce site, il s'appelle kenaishower.com et on peut donc voir quand est-ce qu'on peut se doucher. Signe que même en temps de guerre, la start-up. Merci beaucoup, Océane Nicole. Merci, Chaim Berkovitch, David Jaoui et Caroline Sportes et Rachel Bourlier. À tout de suite. Restez avec nous.